Lors de mon propre dîner d'anniversaire, ma mère a soufflé à mon frère. Puisque tout le monde est là, va changer ses serrures. Il l'a fait. Et ce qu'il a découvert dans mon appartement a tout fait basculer. Je m'appelle Emily Warren. Je fêtais mes 29 ans, assise à une petite table de café que j'avais moi-même payée. Ma mère, Patricia, était en face de moi, souriante, comme si elle était fière. Mon père, Marc, était assis à côté d'elle. Mon grand frère, Eric, et sa femme étaient là aussi. Je n'arrêtais pas de me répéter que cette année serait différente. J'ai entendu le chuchotement très clairement. J'ai vu mon père hocher la tête. Fais-le après le dessert, approuva-t-il. Je me suis figée. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai continué à sourire. J'ai coupé mon propre gâteau d'anniversaire et distribué les parts. Eric s'est levé, a attrapé ses clés et est sorti. 1 heure plus tard, il est revenu. Il était pâle. Malade. Ma mère s'est penchée vers lui, agacée. Alors? Tu l'as fait? Eric a dégluti. Il refusait de me regarder. Il y a un ruban de police autour de sa porte. Toutes les fourchettes se sont figées. L'air est devenu glacé. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message s'est affiché. Madame Warren, ici l'agent Daniel Grant du service de police de Seattle. Veuillez nous contacter immédiatement concernant votre appartement. Ma mère voulait me mettre dehors. À la place, elle venait de dévoiler la vérité. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai même pas regardé ma mère. Je me suis levée de table, mon propre morceau de gâteau encore sur l'assiette, et je suis sortie. La petite clochette de la porte du café a tinté, un son joyeux dans un moment atroce. L'air de Seattle était froid et humide. La pluie a commencé à tomber. Des gouttes lourdes ont frappé mon visage et se sont mêlées aux larmes que je refusais de laisser couler. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de réussir à ouvrir ma voiture. Je me suis engagée sur la rue, l'esprit vidé par le choc. Va changer ses serrures. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Je n'étais pas une adolescente rebelle. J'avais 29 ans. J'avais un travail. J'avais un fils. Je payais mes factures. Mais à ses yeux, j'étais encore une enfant. Un problème à gérer. Mes essuie-glaces balayaient le pare-brise. Touac, touac, touac. On aurait dit un compte à rebours. J'ai roulé trop vite, grillé un feu jaune qui était presque rouge. Les lumières de la ville se brouillaient à travers la pluie. Je pensais à Eric, mon frère aîné. Il faisait toujours ce qu'elle disait. Toujours. C'était le fils parfait. Moi, j'étais la fille difficile. Lui recevait les louanges. Moi, on me changeait les serrures le jour de mon anniversaire. Quand je leur avais donné un double des clés, c'était pour les urgences. Pour Noah, au cas où mon fils en aurait besoin si je n'étais pas là. Je croyais que c'était une clé de confiance. J'étais tellement stupide. Pour ma mère, ce n'était qu'une clé de contrôle. Mon immeuble était de vieilles briques dans une rue calme du centre-ville, mais ce soir-là, il n'avait rien de calme. J'ai aperçu les lumières à 2 pâtés de maison, bleues et rouges, clignotantes, transformant la pluie en aiguilles colorées. Les voitures de police étaient garées juste devant. J'ai laissé ma voiture en double fil, moteur allumé, et j'ai couru vers le trottoir. Un policier se tenait près de la porte du hall. Il était jeune, le visage fatigué. Il tenait un grand parapluie et s'est avancé en me voyant. « Madame, puis-je vous aider ?»« C'est mon appartement, » dis-je d'une voix tremblante. « Je suis Emily Warren. J'ai reçu un message. » Son expression changea. Elle s'adoucit. « Madame Warren, je suis l'agent Grant. » C'était lui qui m'avait envoyé le texto. « Venez vous mettre sous l'auvent, voulez-vous » ? Que s'est-il passé ? Demandai-je, jetant un regard derrière lui vers la porte d'entrée de l'immeuble. Mon frère, il est venu ici. Il a dit qu'il y avait du ruban de police. L'agent Grant hocha lentement la tête. Il avait l'air mal à l'aise. Il y a eu un incident, madame. Votre appartement, unité 3B.
Nous avons reçu un appel au 911 d'un voisin concernant un vacarme. Une possible effraction. Mon estomac se noie. Une effraction? Est-ce qu'ils ont pris quelque chose? Les affaires de mon fils? C'est là que c'est étrange, dit-il en consultant son petit carnet détrempé. Nous avons fait une inspection préliminaire. La porte a été forcée. La serrure est complètement détruite, mais rien ne semble avoir été volé. Votre télévision, votre ordinateur portable, tout est encore là. Ça ne ressemble pas à un cambriolage. Je m'appuyais contre le mur de briques. Le froid traversa ma veste. Ma porte a été forcée. Oui, madame. À la pince. On allait justement poser le ruban et attendre votre arrivée. Je le fixai. Une pince. Eric n'aurait jamais fait ça. Il avait une clé. Ma tête tournait. Agent, dis-je en essayant de garder ma voix stable, mon frère, Eric Warren, il a une clé de mon appartement. Il est venu ce soir. L'agent Grant fronça les sourcils. Il a une clé? Vous l'avez envoyé ici? Non. Ma voix se fit plus douce. Ma mère, elle lui a dit de venir changer mes serrures. Pour me mettre dehors. Je l'avais dit à voix haute. À un inconnu. À un policier. La honte me brûlait la gorge. J'attendais qu'il me juge, qu'il me demande ce que j'avais bien pu faire pour pousser ma propre mère à ça. Il me regarda simplement, les yeux clairs. Elle lui a demandé de changer vos serrures pendant que vous étiez absente? Oui. Pendant mon dîner d'anniversaire. Il resta silencieux un long moment puis nota quelque chose dans son carnet. Très bien. Eh bien, quand nous sommes arrivés, la porte était déjà fracturée. Donc Monsieur Warren n'a pas utilisé sa clé, si c'est ce que vous pensez. Il est arrivé après l'effraction. C'est lui qui a appelé le 911. C'était trop. Trop de rebondissements. Eric avait appelé la police. Oui, confirma l'agent. Il a été coopératif. Il nous a donné sa déposition. Il semblait très secoué. L'agent Grant jeta un regard vers la voiture de police. Il a dit qu'il avait une clé, mais la porte était déjà éclatée. Il a regardé à l'intérieur, vu le désordre, et il est ressorti tout de suite. Il nous a appelés immédiatement. Où est-il maintenant? Nous l'avons renvoyé chez lui. Il a dit qu'il retournait au café pour parler à votre mère. Évidemment. Il retournait toujours vers elle. Une nouvelle forme d'angoisse me saisit. Quelqu'un d'autre avait pénétré dans mon appartement. Et ma mère avait envoyé mon frère marcher droit dans le danger. Alors, et maintenant? Demandai-je. Est-ce que je peux monter? Nous devons d'abord traiter la scène, Madame Warren. Les techniciens arrivent. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer tout de suite. Nous devons vérifier s'ils ont laissé des empreintes. Je hochai la tête, hébété. Je me sentais violée. Mon refuge. Le seul endroit au monde qui n'appartenait qu'à Noah et à moi. Quelqu'un était entré de force. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal, Madame Warren? Demanda doucement l'agent Grant. Un ex-petit ami? Un problème au travail? Non, répondis-je aussitôt. Personne. Je vais au travail. Je récupère mon fils. Je rentre chez moi. Je n'ai pas d'ennemis. Sa radio grésilla à son épaule. Une voix féminine, brouillée par des parasites. Unité 4. Nous avons relevé l'empreinte partielle sur le cadre intérieur de la porte. L'agent Grant décrocha la radio et la porta à sa bouche. Je vous écoute, centrale. Nous avons une correspondance probable. Le sujet nous est connu. Nous envoyons l'identité à votre terminal. Et Grant, le sujet est déjà en garde à vue. Ramené 2 rues plus loin il y a 30 minutes, comportement suspect. Le visage de l'agent se crispa. Il regarda sa radio, puis sa voiture, puis moi. Son calme professionnel avait disparu. Il avait maintenant l'air grave. Madame Warren, dit-il d'une voix basse, vous feriez mieux de vous asseoir. Les choses viennent de se compliquer. Je ne m'assis pas.
Je ne pouvais pas. Je restais debout, agrippant la sangle de mon sac, le trottoir mouillé gelant mes chaussures trop fines. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'agent Grant regardait l'écran du petit ordinateur dans sa voiture. La pluie martelait le toit. Il revint vers moi, tenant son parapluie au-dessus de nous deux. Les empreintes trouvées sur la porte de votre chambre, elles ne vous appartiennent pas, ni à votre frère, dit-il. Alors, à qui appartiennent-elles? À un homme nommé Todd Hay. Le nom me frappa comme une gifle réelle. Todd? Todd Hay? Il travaille pour mon propriétaire, soufflai-je. Les yeux de Grant se plissèrent. Vous le connaissez? Oui, c'est le neveu du propriétaire. Il gère la maintenance de l'immeuble. Il a réparé mon évier le mois dernier. Une image de Todd traversa mon esprit, silencieux, mince, le regard toujours fixé quelque part derrière moi. Il me mettait mal à l'aise. J'en avais parlé à ma mère une fois. Elle m'avait dit que j'exagérais. Il a une clé, murmurai-je. Il doit avoir une clé passe-partout pour les appartements. Nous pensons qu'il a utilisé une copie, dit Grant. Nous avons les images de la caméra du couloir. Il n'a pas utilisé un passe-partout. Il a utilisé une clé copiée. Il est entré tout seul. La voisine du 3 a entendu un bruit. Ça devait être lui, en train de forcer la porte de votre chambre avec la pince, pas la porte d'entrée. Mon sang s'est glacé. Ma porte de chambre? Pourquoi? Nous ne savons pas encore, mais il est en garde à vue. Nous l'avons trouvé à 2 pâtés de maison, trempé, en train d'observer. Il avait une pince dans son sac. Quand nous avons vérifié son nom, votre adresse est apparue. Mon cœur battait trop vite. Tout cela n'avait aucun sens. Pourquoi Todd aurait-il pénétré chez moi sans rien voler? Pourquoi défoncer la porte de ma chambre? Je dois voir, dis-je. Grant hésita. Madame Warren, l'équipe de criminologie est. Je m'en fiche. C'est chez moi. Je dois voir ce qu'il a fait. Il vit l'expression sur mon visage. Il soupira. D'accord. Nous avons déjà relevé les empreintes. Vous pouvez regarder, mais ne touchez à rien. Restez près de moi. Il me conduisit dans le hall et monta avec moi les 3 étages. Le couloir sentait la vieille moquette et la poussière. Nous arrivâmes devant ma porte. Unité 3B. Le bois autour de la serrure était entièrement éclaté. Arraché. La porte pendait, à moitié ouverte. Mais Grant avait raison, les vrais dégâts étaient à l'intérieur. Il poussa la porte, et je vis mon appartement. Quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas mis le désordre. Mon canapé était droit. Ma télévision était là. Mais l'air lui-même semblait chargé d'une colère sourde. Il était dans ma chambre. Murmurai-je en avançant lentement dans le petit couloir. La porte de ma chambre était détruite. Le cadre était fendu, et la porte ne tenait plus que par une seule charnière. Il s'était acharné pour entrer. Je fis un pas à l'intérieur et mon souffle se coupa net. Il n'avait pas volé mes bijoux. Il n'avait pas touché à mon ordinateur. Il avait retourné chaque photographie, une par une. Toutes les photos de moi et de mon fils Noah étaient maintenant posées face contre bois sur ma commode. Une photo de Noah pour son premier jour d'école. Une photo de moi le tenant dans mes bras quand il était bébé. Une photo de nous deux au champ de citrouilles l'automne dernier. Toutes retournées. C'était une violation. C'était intime. C'était un message. Qu'est-ce que c'est? Soufflai-je. J'avais la nausée. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, Madame Warren, répondit doucement Grant. Il avait l'air furieux, lui aussi. Ce n'était pas un cambriolage. Non, murmurai-je. Ce n'en était pas un. Puis je le vis. Sur ma table de nuit, juste à côté des photos retournées. Une simple enveloppe blanche. Sans mon nom. Monsieur l'agent, dis-je en pointant du doigt. Grant hocha la tête. Il enfila un gant, prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 2. Il la déplia. Un message tapé. Une seule phrase.
Dites à votre mère que la vérité trouve toujours son chemin pour rentrer chez elle. Je relus les mots encore et encore. Dites à votre mère que la vérité trouve toujours son chemin pour rentrer chez elle. Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de ma mère. Todd Hay n'était pas juste un type bizarre au hasard. Il était lié à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle vérité? Demandai-je d'une voix blanche. Je fixai le mot. Le murmure de ma mère au café me revint. Va changer ses serrures. Elle n'essayait pas de me mettre dehors. Elle avait peur. Peur de quelque chose dans mon appartement. Elle avait envoyé Eric récupérer quelque chose. Mais Todd Hay, l'homme aux yeux inquiétants, était arrivé avant lui. Il n'était pas venu voler. Il venait livrer un message. Et les photos. Il les avait retournées pour me montrer que ma vie, ma maison, mon monde avec Noah n'était pas en sécurité. Que ce secret quel qu'il soit pouvait tout détruire. La peur de ma mère au café n'était pas du contrôle. C'était de la panique brute. Elle connaissait cet homme. Elle savait pour ce message. Émilie, dit l'agent Grant, me ramenant à la réalité. Je crois que je comprends, murmurai-je, la voix tremblante. Je crois que ma mère, je crois qu'elle a des ennuis. Et je crois qu'elle vient de m'entraîner dedans. La police a scellé ma porte avec du ruban. Ils ont installé une serrure temporaire, mais je ne me sentais pas en sécurité. Je ne pouvais pas rester là. Pas avec l'image de la photo de Noah retournée. Pas avec ce mot qui semblait encore flotter dans l'air. J'ai appelé mon amie Sabrina. Elle vivait à 10 minutes. Je ne lui ai pas tout raconté. Je lui ai juste dit qu'il y avait eu une effraction et que j'avais peur. Elle m'a dit de venir tout de suite. J'ai passé la nuit sur son canapé, les yeux fixés au plafond, rejouant chaque seconde dans ma tête. Le café. Le chuchotement. Les gyrophares. Le mot. Dites à votre mère que la vérité trouve toujours son chemin pour rentrer chez elle. Quelle vérité? Je me suis réveillée à 6 heures du matin. La nuque raide, le corps douloureux de tension. Mon téléphone était sur la table basse. Je l'avais mis en silencieux. Maintenant, je regardais l'écran. 9 appels manqués. 7 de ma mère, un d'Eric, un d'un numéro inconnu. Une nouvelle icône de message vocal clignotait. Il venait de l'agent Grant. Mes mains se mirent à trembler à nouveau. J'appuyai sur le bouton et portai le téléphone à mon oreille. Madame Warren, ici l'agent Grant. Il est 5h30. Je suis désolé d'appeler si tôt, mais nous avons une mise à jour. Nous avons interrogé Todd Hay. Il ne dit rien au sujet du mot, mais nous avons obtenu un mandat pour ses informations financières. Nous avons retracé un paiement. Un transfert numérique fait sur son compte bancaire la semaine dernière. 5 000 $. Ma respiration se bloqua. Madame Warren, continua la voix de Grant, plate et professionnelle, le paiement provient d'un compte appartenant à une certaine Patricia Warren. La mention du transfert est simplement « maintenance ». Nous pensons que votre mère a payé Monsieur Hay. Étant donné le mot et le timing, nous croyons qu'elle voulait récupérer quelque chose dans votre appartement et qu'il était l'homme qu'elle avait engagé pour le faire. Rappelez-moi dès que vous recevez ce message. Le téléphone glissa de ma main et tomba sur le sol. Elle l'avait payé. Ma mère avait payé l'homme qui avait fait irruption dans mon appartement. L'homme qui avait retourné les photos de mon fils. L'histoire qu'elle avait racontée à Eric va changer ses serrures était un mensonge. Une couverture. Elle n'avait jamais voulu changer les serrures. Elle voulait qu'Eric entre pour récupérer quelque chose. Mais pourquoi Eric? Et pourquoi Todd? Peut-être qu'elle avait demandé à Eric d'abord. Et peut-être qu'il avait refusé. Non. Eric ne refusait jamais. Peut-être qu'elle avait envoyé Eric récupérer ce « quelque chose » et qu'il était arrivé trop tard. Todd Hay, l'homme qu'elle avait engagé, était arrivé avant lui. Mais alors, pourquoi l'homme qu'elle avait engagé aurait-il laissé ce mot? Ça n'avait aucun sens sauf si Todd ne travaillait plus pour elle. Sauf s'il la faisait chanter. Un souvenir me traversa brutalement. Il y a un mois, j'étais chez mes parents. Noah jouait dans le jardin,
et j'étais montée au grenier pour chercher ses vieux vêtements de bébé. Le grenier était chaud, il sentait la poussière et le cèdre. Je tirais une grande boîte en plastique quand j'en renversais une autre. Une vieille boîte d'archives en carton. Le couvercle tomba. Elle était étiquetée « Dossier professionnel de papa ». Je ne fouillais pas vraiment. Je remettais juste les choses en place. Mais j'ai vu le dossier du dessus. Et j'ai vu mon nom. Emily Warren, fiducie immobilière. Je n'avais pas de fonds fiduciaire immobilier. Un frisson glacé me parcourut la nuque. Je m'agenouillai sur les planches poussiéreuses du grenier et ouvris le dossier. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété, 2 condominiums, l'un à Seattle, l'autre à Portland, ainsi que des relevés de comptes bancaires offshore. Tout était à mon nom. Ma signature figurait au bas d'une douzaine de documents, mais je ne les avais jamais vus auparavant. Ce n'était pas ma signature. C'était une imitation, une très bonne, tracée de la main de mon père. Je me sentis mal. Je restai là, assise dans la poussière, à fixer une vie que j'étais censée posséder, une vie faite d'actifs et d'argent que je n'avais jamais aperçu. Mes parents, mon père. Ils se servaient de moi. Ils utilisaient mon nom pour cacher de l'argent. J'étais effrayée. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas pris les documents. J'ai simplement pris des photos. Je photographiai chaque page avec mon téléphone. Puis je remis le dossier dans la boîte, replaçai le couvercle et poussai le tout dans le coin, derrière les décorations de Noël. Je n'ai rien dit. Je suis redescendue et j'ai joué avec Noah. J'ai essayé d'oublier. Je me suis raconté que j'avais mal compris, qu'il s'agissait peut-être d'une vieille mesure légale que mon père avait mise en place pour moi. Maintenant, assise sur le canapé de Sabrina, je savais. Je sortis mon téléphone et ouvris la galerie. Je remontai à un mois en arrière. Les photos étaient là, Emily Warren Property Trust, les signatures floues et contrefaites, les relevés bancaires des îles Caïmans. Dis à ta mère que la vérité retrouve toujours le chemin de la maison. Nous pensons qu'elle voulait que quelque chose soit récupéré. Il savait. Mes parents savaient que j'avais trouvé cette boîte. Comment, je l'ignorais, mais ils savaient. Et ils avaient peur. Ils n'essayaient pas de me protéger ni de me contrôler, ils tentaient de faire disparaître les preuves. Ils craignaient que je sois celle qui les expose. Ma mère avait engagé un criminel pour s'introduire chez moi, pour trouver ces documents. Ou peut-être simplement pour trouver mon téléphone contenant les photos. J'appelai l'agent Grant. Ma voix avait changé. Elle ne tremblait plus. Elle était froide. Agent Grant, ici Emily Warren. J'ai reçu votre message. Miss Warren. Je suis désolée pour ce que vous avez appris. Vous êtes sûre? Le paiement venait bien d'elle? Oui, madame. La traçabilité numérique est irréfutable. Il semble que votre mère l'ait engagé et que l'accord est mal tourné. Il s'est introduit chez vous et a laissé cette note comme menace. C'est notre hypothèse actuelle. Il cherchait quelque chose, dis-je d'un ton neutre. Des documents. Des documents financiers. Un silence pesa à l'autre bout du fil. Miss Warren, savez-vous de quel document il s'agit? Je regardai les photos affichées sur mon écran. Oui, répondis-je. Je sais. Et je les ai. Je passai ensuite 2 heures avec un serrurier, un vrai. Il installa un nouveau verrou, un modèle renforcé avec une plaque d'acier. Il me remit les nouvelles clés. Elles étaient lourdes, solides. Mon appartement avait un autre visage. Je l'avais nettoyé, j'avais frotté le sol où Todd avait marché. J'avais redressé toutes les photos de Noah. Je les avais alignées, sa photo d'école, son sourire édenté. C'était ma maison. C'était ma vie, pas la leur. Je m'assis sur mon canapé, la nouvelle clé dans la main. Et je pensais à l'agent Grant. Il m'avait demandé de venir au commissariat pour apporter les photos, mais pas tout de suite. Il restait quelque chose que je devais faire avant. Je devais voir son visage. Je devais entendre sa voix. Je pris mon téléphone et ouvris un nouveau message adressé à ma mère. Mes pouces restèrent un instant suspendus au-dessus de l'écran. Je n'écrivis pas « Salut, maman ». Je ne posai aucune question.
Je tapais simplement « Dîner, chez moi ». 19h, pas de jeu. Et j'appuyais sur Envoyer. Les 3 petits points indiquant qu'elle tapait apparurent presque immédiatement. Elle attendait près de son téléphone. Sa réponse arriva. Très bien, mais prépare-toi à entendre la vérité. Sa vérité. Moi, j'étais prête à entendre la vérité. Les heures passèrent lentement. Je fis du café sans le boire. Je pliais du linge. Je restais en mouvement, juste pour occuper mes mains. Je me préparais au combat. Ce soir, je n'étais plus leur fille. Je n'étais plus la victime. J'étais celle qui détenait toutes les cartes. À 18h55, l'interphone sonna. J'appuyai sur le bouton. C'est moi. La voix de ma mère claqua à travers le haut-parleur, sèche et contrôlée. Je la fis entrer. Je restai près de mon nouveau verrou, l'oreille tendue. J'entendis ses pas monter les escaliers, rapides, secs, furieux. Elle ne frappa pas. Elle essaya directement d'ouvrir la porte. Bien sûr, elle s'attendait à ce qu'elle soit déverrouillée pour elle. Puis elle frappa, 3 coups brefs et impatients. Je tournai le verrou, un bruit clair qui résonna dans mon petit appartement, et j'ouvris. Elle était là. Patricia Warren. Parfaitement mise comme toujours, pantalon noir, blouse en soie, cheveux impeccables. Son parfum coûteux, celui qu'elle porte depuis toujours, emplissait déjà l'entrée, comme si elle revendiquait l'espace. Son regard alla immédiatement au nouveau verrou, à la plaque d'acier brillante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle. « Pas de bonjour ?» J'ai changé les serrures, répondis-je. Je reculai et la laissai entrer. Elle regarda autour d'elle. Ses yeux inspectèrent tout, le sol propre, l'ordinateur sur la table. Elle cherchait quelque chose. Elle cherchait les dossiers. « Tu n'aurais pas dû impliquer la police, Emily, » dit-elle en se retournant vers moi, les bras croisés. Elle était venue pour me réprimander. « Tu n'aurais pas dû engager un criminel, maman. » Son visage ne bougea pas, mais ses yeux se durcirent. « Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai engagé cet homme, Todd, pour réparer ton lave-vaisselle qui fuyait. C'est un garçon perturbé. Il a dû garder une clé. Voilà ce qui arrive quand on vit dans ce genre d'immeuble. » Le mensonge coulait de sa bouche avec une facilité déconcertante, fluide, naturelle. Je ne haussai pas la voix. Je restai simplement debout près du comptoir. Il n'a pas utilisé de clé, maman. Il a défoncé ma porte de chambre au pied de biche. Et la police a la preuve du virement. 5 000 $, avec la mention « maintenance ». C'est beaucoup pour un lave-vaisselle. Le silence devint lourd. Très lourd. Il s'étira longtemps. Finalement, elle décroisa les bras. Son masque d'agacement disparut. Je revis alors la peur. La même peur qu'au café. « Tu ne comprends pas », murmura-t-elle en s'asseyant sur mon canapé, sans s'installer vraiment, juste posée au bord. « Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. » « Alors fais-moi comprendre, » dis-je. « Ces papiers, » répondit-elle d'une voix plus sèche. « La boîte dans le grenier. Tu n'aurais jamais dû y toucher. Ces documents ne t'appartiennent pas. Ils portent mon nom. » « C'est compliqué, » lâcha-t-elle sèchement. « C'est l'affaire de ton père. Todd devait simplement les récupérer. Il devait les reprendre avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. » Je la fixai. La confession était là, nue. Elle venait de l'admettre, elle l'avait engagé pour entrer par effraction chez moi. Pour me voler. Stupide ? Répétai-je. Tu veux dire, aller voir la police ? Ou demander pourquoi mon nom est falsifié sur des comptes bancaires offshore ? Son visage devint blanc, d'une pâleur que je ne lui avais jamais vue. Il te l'a dit ? Todd. Il t'a tout dit. Todd ne m'a rien dit, répondis-je. Il a juste laissé un mot. J'ai trouvé les dossiers il y a un mois, maman. Elle se leva d'un coup. La peur disparut. Il ne resta que la glace. Je te protégeais, dit-elle. Non, répondis-je, la voix tremblante, non pas de peur, mais de colère. Tu le protégeais lui. Papa.
Tu protégeais ton argent. Tu protégeais tes mensonges. Tu fais partie de cette famille, Émilie. Non, dis-je encore. Je ne suis pas une fille. Je suis ta couverture. Le nom que vous utilisez pour cacher vos biens. Je suis la fille à qui tu as envoyé un criminel. Elle s'avança vers moi, son visage crispé dans cette colère froide que j'avais connue toute ma vie. Tu te crois maligne. Tu as trouvé quelques papiers. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de mettre en danger. Tu pourrais détruire ton père. Détruire toute cette famille. C'est toi qui as détruit cette famille, répondis-je. Pas moi. Elle s'arrêta à moins d'un mètre. Ses yeux n'étaient plus que de la glace pure. Tu voulais la vérité? Très bien. Voici la vérité, Émilie. Tu as raison. Nous les cachions. Et tu vas me donner ces photos. Maintenant. Ou je t'y forcerai. Je regardais la femme qui était ma mère. La femme qui me menaçait dans mon propre appartement après avoir envoyé quelqu'un pour le fracasser. Non, dis-je. Son masque ne glissa pas. Il vola en éclats. Mon nom resta suspendu dans l'air, minuscule mais infranchissable. C'était une barrière. Un son nouveau dans cet appartement. Ma mère ne l'avait jamais entendu de moi. Pas comme ça. Pas quand cela comptait. Son visage changea. La glace ne fondit pas. Elle se fissura. Je t'y forcerai, avait-elle dit. Comment? Demandai-je. Ma voix basse la mit plus en rage qu'un hurlement. Comment? Répéta-t-elle, plus fort. Comment, d'après toi? Tu as un fils. Tu as un travail. Tu as, cette petite vie. Tout cela est si fragile, Émilie. Je peux tout briser. Je peux appeler les services de protection de l'enfance. Leur dire que tu es instable. Dire que tu es impliqué dans l'affaire de ton père. Dire que tu es une mère inapte. Tu crois qu'ils te croiront, toi? Ou moi? Voilà. La menace que j'avais toujours secrètement redoutée. Celle qu'elle avait gardée en réserve toute ma vie. Noah. Mon fils. Mon monde. Je sentis le sang quitter mon visage. Un vertige monta. Elle le ferait. Je le savais. Elle brûlerait ma vie entière pour sauver la sienne. Tu prendrais Noah, de moi? Je le protégerais, répondit-elle, d'une voix tranchante comme une lame. Te protéger de toi. De tout ce chaos que tu es en train de créer. Tu as toujours été comme ça. Si dramatique. Si égoïste. Tu as trouvé quelque chose que tu ne comprenais pas, et tu veux jouer avec comme si c'était une bombe. Donne-moi le téléphone, Émilie. Elle tendit la main, ses ongles parfaitement vernis d'un rouge impeccable. Une étrange froideur calme descendit sur moi. La peur était encore là, mais elle se cachait sous quelque chose de nouveau. Sous la colère, une colère profonde, dure, limpide. Elle avait raison, j'étais fragile. Elle pouvait me blesser. Mais elle se trompait sur un point. Je ne jouais pas. Je regardais mon téléphone posé sur le comptoir entre nous, puis je relevai les yeux vers elle. Tu me crois stupide? Dis-je. Je pense que tu es émotionnelle, cracha-t-elle. Tu es exactement comme à 17 ans. Tu crois tout savoir et tu ne sais rien. Ton père a bâti un empire. Il l'a fait pour nous, pour cette famille, pour toi. Pour que tu ne manques jamais de rien. Et voilà comment tu le remercies? En menaçant de l'envoyer en prison? Il a utilisé mon nom, répondis-je. Il t'a protégé. Il a mis des biens à ton nom. Un jour, ils auraient été à toi. C'est ce que font les familles aisées, Émilie. Tu ne comprendrais même pas. Tu préfères vivre dans ce petit appartement humide et faire semblant d'être meilleur que nous. Elle faisait les 100 pas maintenant. Son parfum âcre envahissait la cuisine, presque suffocant. Tout ce que tu avais à faire, c'était rien, continua-t-elle. Juste te taire. Vivre ta vie. Mais non. Il a fallu que tu fouines. Que tu montes dans ce grenier. Que tu fouilles. Tu es exactement comme ma sœur. Ingrate.
Je pensais à ma tante Sarah, avec qui ma mère n'avait plus parlé depuis 20 ans. La sœur ingrate qui avait déménagé à l'autre bout du pays pour lui échapper. Je sentis mon pouce bouger sur le côté de mon téléphone. Je le glissai du comptoir. Ma main tremblait. Je le gardai bas, contre ma cuisse. J'appuyai sur volume plus puis sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma. Je touchai l'icône de l'enregistreur vocal. Je pressai le bouton rouge. Je tenais le téléphone lâchement, le micro dirigé vers le haut. « Répète-moi ça, maman, dis-je. » Ma voix tremblait. Je détestais ça. « Te répéter quoi ?» siffla-t-elle. « Que tu es une idiote ? Dis-moi ce que tu feras si je ne te donne pas les photos. » Elle s'arrêta. Me regarda longuement, d'un regard glacial. « Je ne te laisserai pas détruire ton père. Je ne te laisserai pas me détruire. Je ferai tout ce qu'il faut. J'appellerai les services de protection de l'enfance. Je leur dirai que Noah n'est pas en sécurité avec toi. Que tu es instable. Paranoïaque. J'ai des amis. J'ai de l'influence. Toi, tu as qui, Émilie ? Sabrina ? Ta petite amie qui travaille dans un café ? Ce sera ma parole contre la tienne. Et je gagnerai. Je la fixai. Je laissai ces mots remplir la pièce. Et je laissai le petit micro numérique en boire chaque syllabe. Tu te trompes sur un point, maman, dis-je, la voix désormais plus assurée. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu disais que ces documents, ces propriétés non déclarées, ces comptes offshore. Tu disais que papa les avait mis à mon nom pour moi. Il l'a fait. Non, ai-je répété, il les a mis à mon nom pour les cacher. Il a utilisé mon numéro de sécurité sociale. Il a falsifié ma signature. Ce n'est pas un cadeau. C'est un crime. C'est de l'usurpation d'identité, et tu en es complice. Son visage devint complètement livide. La colère disparut d'un coup, remplacée par une panique blanche, totale. La même panique que j'avais vue au café. Elle comprenait enfin. Je n'avais pas seulement trouvé des papiers. J'avais compris ce qu'ils signifiaient. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. C'était une supplication effrayée. J'ai appris à ne plus être ton pion, dis-je. Elle me regarda, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, la peur. Une vraie peur. Pas de moi, mais de ce que je représentais. La faim. Mais la peur ne dura qu'une seconde avant d'être balayée par son armure habituelle, la fureur. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle. Tu n'oserais jamais trahir ta famille. Je reculai d'un pas. Je pensais à mon anniversaire. Au murmure. À la porte éclatée. À la photo de Noah face contre le bois de ma commode. Tu l'as fait, répondis-je. C'est toi qui m'as trahi en premier. Tu as envoyé un criminel ici. Tu as menacé de m'enlever mon fils. Un coup de tonnerre éclata dehors. La pluie, qui s'était arrêtée, se remit à tomber violemment, fouettant les vitres. Comme si le ciel me donnait raison. Ce bruit brisa le sortilège. Le masque de Patricia ne glissa pas, il s'effondra. Son visage se déforma en une grimace de rage. De la haine pure. Le visage d'un animal acculé. Tu vas le regretter, Émilie, dit-elle d'une voix basse, dangereuse. Tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Elle se tourna, attrapa son sac, et marcha vers la porte. Elle ne la claqua pas. Elle l'ouvrit, se figea un instant, se retourna. Tu as toujours été une erreur, dit-elle. Puis elle disparut. La porte se referma doucement derrière elle, me laissant seule dans le silence. Je restai immobile, les jambes tremblantes au point de devoir m'accrocher au comptoir. Le seul son dans la pièce était la pluie, et le léger souffle de l'application d'enregistrement encore en marche. Je regardai mon téléphone. J'appuyai sur Stop. Le fichier se sauvegarda. Enregistrement 01. Je glissai au sol. Je ne pleurais pas. Je serrai simplement mon téléphone contre moi. Peut-être, murmurai-je dans la pièce vide. Mais au moins, ce sera mon regret à moi.
Je ne dormis pas. Je ne pouvais pas. La première chose que je fis fut d'appeler Sabrina. Tu peux garder Noah une nuit de plus? S'il te plaît, ne me demande pas pourquoi. J'ai besoin qu'il soit en sécurité. Sabrina n'hésita pas. Bien sûr, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je le serai, répondis-je. Je te le promets. J'ai juste quelque chose de difficile à faire demain. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je le verrai demain après-midi. Je raccrochai. Je m'assis sur mon canapé. Le nouveau verrou sur ma porte avait l'air solide, mais je traînais malgré tout mon lourd fauteuil devant. Je me sentais comme une enfant construisant une forteresse. Sauf que le monstre sous le lit, c'était ma mère. Et elle était bien réelle. J'écoutais l'enregistrement. Je vais appeler les services de protection de l'enfance. Je leur dirai que Noah n'est pas en sécurité avec toi. Je leur dirai que tu es instable. Ce sera ma parole contre la tienne. Et je gagnerai. Je l'ai écouté 3 fois. À chaque écoute, je me sentais un peu plus malade, mais aussi un peu plus forte. Ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas moi qui dramatise. C'était une menace. C'était un aveu. C'était la vérité. J'ai passé le reste de la nuit à rassembler mes preuves. Je n'avais pas seulement les photos sur mon téléphone. Quand j'étais au grenier, un mois plus tôt, j'avais paniqué. J'avais pris des photos, oui, mais j'avais aussi attrapé le dossier principal, celui avec mon nom dessus, celui contenant les documents originaux du trust falsifié. Je l'avais glissé sous mon t-shirt, j'étais sorti de la maison, et je l'avais caché tout au fond de mon placard. Je sortis le dossier, Emily Warren Property Trust. Je le posai sur ma table basse. À côté, je déposai mon téléphone avec les photos des autres documents que j'avais laissés derrière. Puis, à côté encore, je plaçai l'enveloppe blanche que Todd Hay avait laissée. Dis à ta mère que la vérité retrouve toujours son chemin. Je regardais la petite pile de preuves. C'était la vérité de ma mère, un tas de mensonges, de fraudes et de menaces. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Le ciel était d'un gris pâle, lavé. Je ne mis pas de maquillage. Je ne cherchais pas à paraître présentable. J'enfilai un jean et un simple pull gris. Je mis le dossier et l'enveloppe dans mon sac à dos. Je glissai mon téléphone dans ma poche. J'avais l'impression de marcher vers mon exécution, ou vers ma naissance. Je ne savais pas encore laquelle. Je conduisis jusqu'à la division des crimes financiers du département de police de Seattle. Un bâtiment en béton sans intérêt, du genre qu'on ne remarque jamais. Le hall sentait le café rassis sous des néons blafards. Tout était silencieux. Je m'approchai de la vitre épaisse. Je suis ici pour voir l'agent Grant, dis-je. Je m'appelle Emily Warren. L'agent derrière le verre consulta une liste. Il vous attend. Vous pouvez passer. 3e étage. L'agent Grant m'attendait près de l'ascenseur. Il ne portait pas son uniforme mais un costume froissé. Il avait l'air épuisé. Mademoiselle Warren, dit-il en me serrant la main. Sa main était chaude et sèche. Merci d'être venue. Nous avons une salle. Il me conduisit dans une petite pièce sans fenêtre. Une table, 4 chaises. Il y faisait froid. Café? Demanda-t-il. Non, merci, répondis-je. Je m'assis. Il s'installa en face de moi et ouvrit son propre dossier. Vous avez dit au téléphone que vous aviez les documents que monsieur Hay recherchait. Ceux que votre mère l'avait engagé à récupérer. Oui, dis-je. Je sortis le dossier de mon sac et le lui glissai. Et j'ai plus encore. Il ouvrit le dossier. Il lut la première page. Ses sourcils se levèrent brusquement. Il me regarda. Ceci, c'est votre signature. C'est un faux, dis-je. J'ai trouvé ça dans le grenier de mes parents il y a un mois. Ils utilisent mon identité pour cacher des avoirs depuis des années, on dirait. Il tourna les pages lentement. Il examina les numéros de comptes offshore. Les titres de propriété. C'est une affaire d'État, et aussi fédérale, mademoiselle Warren. C'est
C'est énorme. Je sais, répondis-je. Et il y a encore plus. Je sortis l'enveloppe. Voici le mot qu'il a laissé. Il le lut, hocha la tête. Cela relie directement Todd Hay à ses documents. Il ne menaçait pas seulement votre mère. Il la menaçait avec ça. Oui, dis-je. Et ensuite, elle m'a menacé. Je déposai mon téléphone sur la table. Ma mère est venue chez moi hier soir. Elle a essayé de me forcer à lui remettre ses dossiers. J'ai enregistré la conversation. Grant regarda le téléphone, puis moi. Son expression était difficile à déchiffrer. Professionnelle, mais ses yeux étaient doux. Vous êtes certaine de vouloir faire ça? Demanda-t-il. Je pensais à Noah. À la porte brisée. À sa voix, tu as toujours été une erreur. Oui, dis-je. J'en ai fini d'être leur alibi. J'appuyai sur lecture. Dans cette pièce froide, sans fenêtre, nous avons écouté. Nous avons laissé la voix de ma mère remplir l'air. Nous avons entendu ses menaces. Ses aveux. Son plan pour me prendre mon fils. Quand ce fut terminé, Grant appuya sur stop. Il resta silencieux pendant 1 minute entière. Il fixa la table. Puis il releva les yeux vers moi. C'est solide, dit-il d'une voix basse. Le virement bancaire à Hay, la note, ses documents financiers, et cet enregistrement. C'est un dossier complet. Il m'expliqua la suite. Il déposerait le rapport. Un détective de la division des fraudes prendrait ma déclaration officielle. Le bureau du procureur l'examinerait. Des mandats seraient émis. Comme vous êtes la victime de l'usurpation d'identité, dit-il, et parce que vous avez cet enregistrement de sa menace, vous serez totalement blanchi. Vous êtes un témoin coopératif, pas une suspecte. Il marqua une pause. Ça va être difficile, mademoiselle Warren. La presse s'en mêlera. Votre famille fera face à de graves accusations, faux et usage de faux, évasion fiscale, conspiration, vol d'identité. Et maintenant, avec cet enregistrement, subornation de témoins, extorsion. J'hochai simplement la tête. Je me sentais vide. Mais pas dans le mauvais sens. Je me sentais légère. J'expirais. Un souffle long, profond. Comme si je relâchais 29 ans de poison. Bien, dis-je. Je ne porterai plus leurs péchés. L'attente fut la pire partie. Pendant 3 semaines, il ne se passa rien. J'emmenais Noah au parc. J'allais travailler. J'achetais des courses. Je souriais à mes voisins. Ma vie avait l'air exactement la même. Mais dessous, une bombe à retardement cliquetait. Je vivais terrorisé par mon téléphone. À chaque vibration, mon cœur se serrait. Je m'attendais à voir ma mère surgir, à ce que mon père appelle, à ce qu'Éric enfonce ma porte pour exiger des explications, mais il n'y avait que le silence. Un silence lourd, dense, terrifiant. Ils devaient savoir. Leurs avocats leur avaient forcément dit qu'une enquête était ouverte. Eux aussi attendaient. La tempête éclata un mardi. J'étais à mon bureau, en train de finir un rapport. Mon téléphone vibra. Ce n'était pas un appel. C'était une alerte d'actualité d'une application locale de Seattle. Mon pouce tremblait en touchant l'écran. Le titre était énorme, noir et brutal. Un couple de Seattle sous enquête fédérale pour usurpation d'identité. Fraude fiscale. Leur fille se déclare victime. Il y avait ma photo. Une petite, ancienne, tirée d'un vieux site d'entreprise. Et juste à côté, un grand cliché souriant de mes parents lors d'un gala caritatif. Je suis resté figé. La fille déclarée victime. C'était réel. C'était public. Le téléphone de mon bureau a sonné. C'était les ressources humaines. Émilie, peux-tu venir dans mon bureau un instant? J'ai traversé l'open space. Tout le monde était silencieux. Tout le monde regardait son écran. Personne ne me regardait, mais je sentais leurs yeux dans mon dos. Je me suis assise dans le bureau de la responsable RH. Elle semblait mal à l'aise. Émilie, cette nouvelle. On veut juste s'assurer que tu vas bien.
L'article dit que tu es une victime. Oui, ai-je répondu d'une voix rauque. Je le suis. C'est moi qui ai fait le signalement. Ses yeux se sont écarquillés. Oh, eh bien. Prends le reste de la journée. Prends la semaine si tu veux. Nous sommes là pour te soutenir. Je suis sortie sans regarder personne. J'ai attrapé mon sac, je suis montée dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à l'école de Noah, même s'il restait des heures avant la sortie. Je suis restée dans le parking, à fixer le grillage, juste pour être près de lui. La chute a été rapide. Et brutale. Je n'ai pas regardé les nouvelles. Je n'ai rien lu. Mais je ne pouvais pas y échapper. 2 jours plus tard, mon père a démissionné de son cabinet pour raisons personnelles. Le communiqué officiel était bref. Ma mère, elle, a disparu. Tous ses comptes soigneusement entretenus Facebook, Instagram, pleins de photos de son jardin et d'événements caritatifs ont été supprimés. Elle s'était volatilisée. Les amis de la famille, ceux qui m'embrassaient sur la joue lors des fêtes de Noël, plus un appel. Rien. C'était comme si j'étais morte. Ou pire, comme si j'étais devenue impure. Seule Sabrina est venue. Elle est apparue à ma porte avec un sac de courses et une bouteille de vin. Elle n'a posé aucune question. Je fais des pâtes. Tu vas manger, a-t-elle simplement dit. Et je l'ai aimée pour ça. Une semaine après la parution de l'article, j'ai reçu le message que je redoutais. Il venait d'Eric, mon frère. Je jouais par terre avec Noah. On construisait un château avec des blocs. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Je l'ai pris. Eric, tu nous as détruits. Tu as tout détruit. Papa est anéanti. Ils vont perdre la maison. Ils vont tout perdre. À cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais. J'espère que tu es contente. J'ai lu une fois. Puis 2. Tu nous as détruits. Pas ils ont fait du mal à tout le monde. Pas ce qu'ils ont fait est impardonnable. Non. Toi. Ils me voyaient toujours comme le problème. Pas la falsification. Pas la fraude. Pas les menaces. Moi. La vérité. J'ai senti le dernier petit morceau de mon ancienne vie se briser. La minuscule part de moi qui espérait encore que mon frère finirait par comprendre, par me choisir, s'est éteinte. Il ne l'a pas fait. Il les a choisis eux. Il a choisi le mensonge. Noah m'a regardé. Maman, t'es triste? J'ai essuyé une larme que je n'avais même pas senti tomber. Oui, mon chéri, ai-je murmuré. Mais ça va. On va finir cette tour. J'ai posé le téléphone. J'ai pris un bloc bleu. Je n'ai jamais répondu au message d'Eric. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était l'agent Grant. Madame Warren, dit-il d'une voix professionnelle, mais où je pouvais entendre une certaine chaleur. Je vous appelle pour vous informer que le procureur a officiellement déposé les charges. L'affaire va être portée devant les tribunaux. Les avocats de vos parents sont en négociation. D'accord, ai-je répondu. Je voulais aussi vous dire que votre dossier est clos. Vous avez été officiellement et légalement blanchi de toute implication. Votre statut de victime d'usurpation d'identité est permanent. Vous êtes libre. J'ai fermé les yeux. Vous êtes libre. Merci, officier, ai-je murmuré. Pour tout. Pour m'avoir cru. Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Warren. Il a fallu beaucoup de courage. Nous avons raccroché. Je suis restée dans ma cuisine. L'appartement était silencieux. Noah était à la maternelle. Toute ma vie, le silence avait été une arme. Le silence de la désapprobation de ma mère. Le silence de la négligence de mon père. Le silence creux et solitaire de mon enfance. Mais celui-ci était différent. Ce silence-là était paisible. Il n'était pas vide. Il était à moi. 6 mois passèrent. Le procès était terminé. Mes parents avaient accepté un accord. Le nom de mon père était détruit. Il fut condamné à 2 ans dans une prison fédérale à faible sécurité. Ma mère,
grâce à sa coopération et à cause de la plainte pour extorsion que j'avais déposée reçu 5 ans de probation et une amende colossale. Il lui était interdit de me contacter, moi ou Noah. C'était une condition de sa liberté surveillée. Une ordonnance d'éloignement prononcée par le tribunal. J'en avais lu les détails. Je n'avais pas assisté aux audiences. J'en avais fini. La vie était simplement, la vie. Calme. Modeste. Et bonne. Je venais chercher Noah à un rendez-vous médical. Une simple visite de contrôle. Il avait 6 ans maintenant, et un nouvel espace entre ses dents de devant. Il a surgi du cabinet en courant, agitant un morceau de papier, rayonnant. Maman. Maman, j'ai eu une étoile d'or. Cria-t-il en se jetant dans mes bras. Il grandissait si vite. Je l'ai soulevé. Vraiment? Montre-moi ça. Pourquoi? Parce que j'ai été courageux. Le docteur a dit que j'étais l'enfant le plus courageux aujourd'hui. J'ai même pas pleuré pour le vaccin. J'ai embrassé sa tête. Il sentait le dentifrice à la gomme et la terre de la cour de récréation. Mon cœur débordait, presque douloureusement. Tu es l'enfant le plus courageux que je connaisse, ai-je murmuré en le serrant fort. Il m'a montré son autocollant, une étoile d'or holographique, brillante. J'ai souri, les yeux embués. Moi aussi, mon chéri, ai-je chuchoté si bas qu'il ne pouvait pas entendre. Tu ne peux juste pas encore voir la mienne. Ce soir-là, j'organisais un petit dîner. Ce n'était pas une fête. Juste une soirée où mon appartement était chaud, parfumé au poulet rôti et à l'ail. Sabrina était là. Maria, ma collègue qui m'avait soutenue, était là. Et Noah avait le droit de boire du ginger ale dans un verre chic. C'était si différent de ma fête d'anniversaire au café. Personne ne chuchotait. Personne ne jouait un rôle. Nous étions simplement assis autour de ma petite table de cuisine à rire. Noah racontait une histoire interminable et absolument incompréhensible à propos d'un écureuil à son école. Sabrina leva son verre de vin. « Je veux porter un toast », dit-elle en croisant mon regard. « Nous nous sommes tus. » Noah leva fièrement son verre de ginger ale. « À la liberté », dit simplement Sabrina. Maria leva son verre. « À la liberté. » J'ai levé le mien. Le mot me parut immense. Il signifiait tellement de choses. La liberté vis-à-vis de mes parents. La liberté face à la peur. La liberté de ne plus être la fille difficile. Alors j'ai ajouté, d'une voix douce mais ferme. Et à ne plus jamais s'excuser de se protéger. Sabrina a souri et a doucement heurté son verre contre le mien. À ça, je trinque, ai-je répondu. Nous avons mangé. Nous avons parlé de choses légères de films, du travail, de la dent qui bougeait de Noah. Il n'y avait aucun drame. Aucun sous-entendu. C'était simplement, facile. Plus tard, une fois Noah endormi, Sabrina et moi étions assises sur le canapé, finissant la bouteille de vin. « Comment tu vas ?» demanda-t-elle. « Vraiment ? » « Je vais bien, ai-je dit. Et j'ai été surprise de me rendre compte que c'était vrai. Ça va. C'est encore étrange parfois. J'ai l'impression d'être une orpheline par moment. Tu n'es pas une orpheline, dit-elle en posant sa main sur mon bras. Tu es juste le début d'une nouvelle lignée. Je l'ai regardé. Le début d'une nouvelle lignée. J'aimais bien ça. Pour la première fois de toute ma vie, assise dans mon petit appartement, avec mon fils endormi dans son lit et mon ami à mes côtés, j'ai eu l'impression d'avoir ma place quelque part. Ce n'était pas une grande maison luxueuse. Ce n'était pas une famille puissante. C'était juste un petit cercle de lumière et il était réel. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Noah. Le soleil commençait tout juste à se lever. C'était un samedi. J'ai préparé du café et je suis restée debout près de la fenêtre, à regarder la ville s'éveiller. Le ciel de Seattle était d'un bleu pâle, prometteur. Le gris se brisait enfin. Il restait une dernière chose à faire. Je suis allée à mon bureau. J'en ai sorti une grande enveloppe blanche. Puis j'ai ouvert mon placard. Tout au fond, scotché derrière mes manteaux d'hiver, se trouvait un document.
L'original de l'accord de fiducie. Le tout premier. Celui qui avait tout déclenché, le trust immobilier Emily Warren. Je l'avais gardé. J'avais donné des copies à la police, mais j'avais conservé l'original. C'était mon assurance. Ma dernière petite parcelle de peur. Et s'il sortait? Et s'il recommençait? J'avais gardé ce papier au cas où. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus peur. J'étais libre. J'ai plié le document. Je l'ai glissé dans l'enveloppe. J'ai collé le rabat. J'ai écrit l'adresse, bureau du procureur division des fraudes. Pas de note, pas d'explication. Juste la vérité. Ce n'était pas pour me venger. Ce n'était pas pour les blesser davantage. C'était pour lâcher prise. Pour me délester du dernier morceau de leur faute que je portais encore. J'ai mis mes chaussures. Je suis sorti doucement de mon appartement. L'air du matin était frais et pur. J'ai marché les 2 pâtés de maison jusqu'à la boîte postale bleue du coin. J'ai tenu la lettre juste au-dessus de la fente. Ça s'arrête ici, ai-je murmuré. Je l'ai laissé tomber. J'ai entendu le tude au fond de la boîte. Je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. Je me sentais plus légère. Je me sentais terminée. Quand je suis revenue, Noah était réveillé. Il était assis à la table de la cuisine, les cheveux en bataille, se frottant les yeux. Bonjour, mon petit dormeur, ai-je souri. Man? Bâilla-t-il. On peut manger des pancakes? J'ai ouvert le frigo et sorti les œufs et le lait. Une joie simple, pure, m'a envahi, une joie tellement vraie qu'elle m'a presque fait pleurer. La joie d'un samedi normal. Oui, ai-je dit. Avec des pépites de chocolat? Il a souri, son sourire magnifique à la dent manquante. J'ai regardé mon fils. Ma vraie famille. Mon avenir. Le début de ma nouvelle lignée. Toujours, ai-je dit. J'ai mélangé la pâte. Il bavardait sans s'arrêter. Dehors, le soleil perça enfin les nuages gris. Il inonda ma cuisine, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Pour la première fois de ma vie, mon monde semblait propre. Il n'était pas bâti sur des secrets. Il n'était pas bâti sur la peur.